Salut tout le monde, c'est Pavel, le projet Mind Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Donc il faut que je change un petit peu cette phrase par laquelle je commence toutes mes vidéos parce que probablement à partir de cette vidéo nous allons parler également de l'immobilier, donc ça sera peut-être un nouveau sujet qu'on va évoquer sur la chaîne. Donc comme vous voyez sur votre écran, le thème principal de cette vidéo c'est l'immobilier physique, donc c'est un sujet que j'évitais pour des diverses raisons sur la chaîne Mind de Cash. Mais en tout cas, j'ai reçu tellement de questions après l'interview avec Julien Flo, que vous allez d'ailleurs trouver dans la description, où on a évoqué un petit peu le sujet de l'immobilier. J'ai eu beaucoup de questions sur ce type d'investissement qui est très populaire. Donc on est en France, on adore la pierre. Et donc je me suis senti presque obligé de faire cette vidéo de kick-off, on va dire, donc pour éventuellement lancer une nouvelle rubrique sur la chaîne Mind de Cash. Donc évidemment, comme d'habitude, principal critère pour moi, ça sera des likes. Donc, comme disent certains autres youtubeurs, donc explosez-moi la barre des likes. Donc, si vous aimez ce sujet, si ce sujet vous voulez voir régulièrement sur la chaîne Mind de Cash, donc dans ce cas-là, mettez des likes, comme ça je saurai que ça vous intéresse. Et donc, du coup, la chaîne sera consacrée aux investissements en général. Donc, voilà. Donc, bon, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Donc, les likes, comme je vous ai déjà dit. Et donc, n'hésitez pas à partager éventuellement ces vidéos aux amis qui s'intéressent aux thématiques d'investissement. Donc, en France, on aime bien la pierre, mais on aime bien aussi les vents. Parce que donc, dans la dernière vidéo que j'ai enregistrée dans le mode un petit peu décontracté, je parlais des vents, que je suis passionné des vents. Donc, aujourd'hui, du coup, toutes les vidéos de week-end, je vais accompagner des vents. C'est des vents de Provence, en fait, c'est ma région préférée. Donc moi, j'aime en général toutes les régions en France, mais j'ai une petit sentiment envers la Provence. Donc, et aujourd'hui, je serai en compagnie du Baume de Venise, donc vous pouvez voir. Bon, Baume de Venise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville à côté de Carpentras. Donc ça, c'est en pleine région des truffes. En plus, c'est la bonne saison pour parler des truffes. Et c'est en vent bio qui est à trois cépages en fait, Grenache, Mourvèdre et Syrah. Donc ça c'est des cépages qui sont assez typiques pour cette région de Provence. Donc c'est juste au-dessus de Luberon pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un autre parc régional mais national, mais c'est juste à côté de Luberon, au nord de Luberon. C'est un vent très puissant, comme tous les vents du sud-est. Donc c'est vraiment costaud quoi. Donc ça va bien avec du gibier, avec de la viande rouge. Moi je mange pas la viande d'ailleurs, donc Beyond Meats, on va en parler sur la chaîne Moyen de Cash. En fait je mange pas la viande. Si je mange la viande, mais je mange très peu. En fait je mange pour des occasionnellement maintenant. Voilà. Donc ça, et d'ailleurs les vins bio, c'est pas parce que je suis tellement pro bio, mais c'est surtout parce que j'aime beaucoup les vins. Du coup, je me sens obligé de un petit peu limiter, on va dire, les dégâts. En fait, bon, déjà de toute façon, je vous dis, l'alcool c'est dangereux pour la santé. Si vous aimez pas, surtout ne prenez pas ces mauvaises habitudes. Et donc à consommer avec modération, évidemment. Ça c'est le message que je suis obligé de mettre dans toutes les vidéos où on parle d'alcool. Et donc, du coup, voilà, c'est que je prends des bio parce que bon, ça fait. En fait, les autres vents, ça me donnait mal au crâne souvent, donc surtout les blancs. Et après, il y a des vents bio, les vents biodynamie et les vents naturels. Parce que bon, là, je vais vous donner rapidement mon avis. En fait, les vents bio, donc c'est en gros, c'est avec des technologies modernes, on utilise moins du soufre. Après, il y a des vents biodynamiques qui sont quasiment tous les vents en biodynamie sont des vents bio. En fait, c'est euh, c'est les vignerons qui essaient de respecter les anciennes méthodes de vinification, méthodes de, euh, de vendange, de travail, etc. Donc en fait, ils utilisent toujours des chevaux. Ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, quand j'ai appris ce que c'est, ça m'a vraiment intéressé beaucoup cette approche en fait en biodynamie. Donc ça j'adore le plus. Mais et les vins naturels, je suis très sceptique. En fait, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes amateur des vins, qu'est-ce que vous pensez des vins naturels? Parce que pour moi, c'est plus du vinaigre. Donc après, bon, après j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais par exemple mon vigneron local chez qui j'achète les vins, euh, en fait le magasin spécialisé en vin, pas le vigneron, en fait il reprend même pas les bouteilles qui sont des vins naturels si c'est bouchonné.
Donc voilà, donc parce qu'en fait c'est tellement souvent bouchonné, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils enferment le vent qui n'est pas stabilisé dans les bouteilles. Et finalement, quelque part, j'ai l'impression un petit peu, c'est dommage parce que ça casse un petit peu la tradition des vins en France. Donc ça, c'est mon avis personnel. Donc après, dites-moi dans les commentaires, dans les vidéos de week-end, je fais un petit peu les remarques comme ça qui n'ont rien à voir avec l'investissement. Mais ne vous inquiétez pas, on va parler du sujet principal, c'est l'immobilier physique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, qui me voient pour la première fois, donc on parle très peu de vin. Donc ça, c'est pas la chaîne, c'est juste pour diversifier un petit peu le sujet et faire la vidéo un petit peu plus cool. Donc, le principal sujet, c'est toujours la bourse, les investissements, trading, etc. Donc ça, vous avez plein de vidéos là-dessus. Récemment, j'ai lancé une nouvelle rubrique consacrée aux foncières cotées. Moi, j'utilise la terminologie anglo-saxonne REITs, Real Estate Investment Trust. Ça, c'est l'immobilier coté. Donc, on va rapidement parler de ce type d'investissement dans cette vidéo. Et maintenant, c'est encore une fois le sujet que je voulais éviter, c'est l'immobilier physique. Parce que c'est par ça d'ailleurs où j'ai commencé, donc c'est presque mon expertise principale en termes d'investissement, c'est l'immobilier physique. Parce que je trouvais qu'il y a beaucoup déjà des chaînes sur Internet qui parlent de l'immobilier, de l'investissement immobilier, et moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de stratégies qui marchent réellement. En fait. Et sur la chaîne Mind de Cash, du coup, j'essaye maintenant d'intégrer ce sujet pour justement vous parler de mon avis. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est très subjectif, évidemment. En fait, ne me jugez pas sévèrement parce que bon, ce que je vais vous dire, en tout cas, c'est mon expérience personnelle qui date déjà de presque 12 ans d'investissement dans l'immobilier. Donc, parce que j'ai commencé encore une fois par l'investissement dans l'immobilier physique, pour des raisons que je vais vous expliquer d'ailleurs. Et finalement, donc du coup, j'ai étudié plein de différentes stratégies, j'ai fait plein d'erreurs. En fait, encore une fois, je vais être très transparent avec vous, je ne vous vends rien derrière, je ne vous vends pas les formations. Peut-être d'ailleurs, si quelqu'un veut les formations, je me posais la question parce que je ne veux pas les faire pour le moment. En fait, c'est pas ce que je veux pas, c'est surtout je n'ai pas le temps. Mais pour ceux qui s'intéressent aux formations en bourse ou d'autres sujets liés aux investissements où j'ai de la compétence, donc si vous dites oui, ça veut dire que vous me connaissez, et donc vous connaissez dans quoi j'ai de la compétence. Je pourrais commencer à faire des formations, mais c'est pas pour le moment, pour moi, c'est pas mon objectif. En tout cas, après, si quelqu'un est intéressé, je pourrais éventuellement en faire. Donc, l'immobilier, en fait, c'est que pourquoi c'est le sujet que je démarre évidemment sur la chaîne Mind de Cash, pour deux raisons. Parce que déjà, on est en France, on adore la pierre. Et deuxièmement, je trouve que c'est un investissement, c'est presque un petit business par lequel c'est très bien de commencer commencer vos investissements, surtout si vous n'avez pas de capital derrière. Parce qu'effectivement, c'est là où nous pouvons commencer à se construire le patrimoine sans avoir du cash à la base. Le problème de la bourse, le problème d'autres types d'investissements, qu'ils présument déjà que vous avez du cash. Donc, il y a une fameuse phrase que moi je ne partage pas, qu'il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent. Pour l'immobilier physique, c'est faux. C'est pas faux pour la bourse. C'est pas faux pour d'autres types d'investissements, mais pour l'immobilier physique, surtout en France, on a un exceptionnel système bancaire. Donc on critique beaucoup la France pour tout un tas de raisons. Parfois cette critique est justifiée, parfois moins. Mais en tout cas, une chose est claire, que notre système bancaire, il permet d'investir avec zéro. Donc vous m'entendez bien avec zéro. Vous savez que je ne vends pas des rêves. Mais ici, effectivement, on peut devenir un propriétaire d'un bien locatif avec zéro. Et on peut construire le patrimoine quasi illimité en immobilier, à moins si vous savez faire. C'est ça le truc. Donc si vous savez le faire, vous pouvez commencer à constituer le patrimoine qui a un potentiel illimité à partir de zéro. Voilà. Donc, c'est pas un mythe, c'est pas du scam, c'est la réalité des choses. Et c'est grâce à notre système bancaire français. Vous pourriez pas le faire, par exemple, en Suisse, où moi, personnellement, je travaille. Vous pourriez pas faire cela dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis, mais en France, on peut. Et vous allez voir pourquoi. Mais en fait, aujourd'hui, ça sera une vidéo d'introduction. Donc, je fais un petit pitch pour vous intéresser au sujet. Je pense que vous êtes déjà intéressé si vous regardez cette vidéo. Mais par contre, c'est vrai, c'est la réalité des choses et c'est ce que je vais vous présenter dans ces vidéos si évidemment vous mettez des likes et si cette rubrique fera partie des rubriques quotidiennes de la chaîne Mind Your Cash. Voilà, donc je commence cette présentation, donc on passe au premier slide.
Voilà. D'abord, on va parler des axes principaux dans l'investissement immobilier. Déjà, dès le début, je vous dis que, évidemment, je ne veux pas couvrir tout aujourd'hui, peut-être à terme, on pourra faire plein de choses, mais en tout cas, aujourd'hui, on se focus sur des choses que moi je maîtrise, sur des choses que moi j'ai fait. Si je ne l'ai pas fait, je veux le préciser clairement. Je vais vous parler uniquement de là où j'ai de la compétence, j'ai de l'expérience, où me suis fait déjà des bêtises. Et je vais après, dans les vidéos suivantes, je vais vous parler de ces bêtises que j'ai fait. Donc voilà. Donc là, le premier axe, c'est l'immobilier physique. Je pense que c'est le plus connu. Donc quand vous entendez parler, en France en tout cas, d'investissement immobilier, c'est par définition, sans préciser le contraire, on parle de l'immobilier physique. Si vous achetez des biens immobiliers réels et vous les mettez en location par un biais d'une agence, tous ces détails, on va les voir ensemble un petit peu après. Mais il y a d'autres axes d'investissement dans l'immobilier qui ont leurs avantages, leurs inconvénients. C'est l'immobilier papier. Okay, donc l'immobilier papier se divise en deux parties. La première partie, c'est les SCPI. Donc les SCPI, c'est quoi exactement? L'abréviation signifie concrètement Société commune de placement immobilier. Bon, si je me trompe bien. Si je ne me trompe pas, mais ça doit être quelque chose comme ça. En gros, c'est les fonds qui sont souvent commercialisés par les banques commerciales, donc les banques où vous avez votre compte. Donc, Crédit Agricole, Banque Populaire, si vous voulez parler des SCPI, ils vont être assez réceptifs à votre demande, donc ils vont comprendre de quoi vous parlez. En gros, c'est un fonds qui achète l'immobilier, qui le met en location, qui collecte les loyers et qui vous verse une rente, en fait, les dividendes. C'est un peu comme les SICAV ou les FCPI pour les actions, sauf qu'il y a de l'immobilier physique derrière. Voilà, donc ça c'est le premier type de fonds. Et un autre type de pierre-papier, c'est les REITs. Donc ça, c'est les REITs, c'est les foncières cotées. Donc c'est la rubrique de Mind du Cash qui s'appelle les REITs. Donc c'est comme les FCPI, mais les SCPI qui sont cotés en bourse. Donc contrairement aux SCPI, c'est des énormes sociétés. Donc c'est comme Unibail, Rodamco, Klépierre, ce sont vraiment des boîtes énormes qui ont leurs salariés, leurs services juridiques, leurs services financiers, tout ça. Ils ont plein de salariés. Et leur parc immobilier, il est juste gigantesque. Souvent, ils sont sectoriels, donc pour les centres commerciaux, pour les data centers, même pour les résidentiels, pour l'hôtellerie, pour même les tours téléphoniques, toute une gamme des investissements immobiliers. En fait, il faut les voir, c'est parfois même pas l'immobilier, parfois c'est les crédits immobiliers derrière. Donc, il est indexé à tout ce qui est lié à l'immobilier et tout ce que génère des rentes, en gros. Voilà. Donc, il faut les voir comme les grosses SCPI, mais qui sont cotées en bourse. Voilà, donc là, on parle beaucoup des REITs. Il y a des vidéos sur les REITs sur la chaîne Mind du Cash que vous pouvez facilement trouver et qui sont attachées à cette vidéo que vous regardez en ce moment. Mais dans tous les cas, le grand avantage des REITs par rapport aux SCPI qui sont cotés, du coup, il y aura de la liquidité. Donc, la liquidité, vraiment, il ne faut pas sous-estimer ce problème. Parce que si vous détenez les SCPI, et que vous, à un moment donné, voulez les vendre, ça peut prendre vraiment des mois, voire des années pour se débarrasser de cet investissement. Parce que quand votre banque qui vous a vendu les SCPI, ce n'est pas elle qui va vous reprendre si vous voulez sortir de cette position, elle va trouver un autre acheteur qui voudra racheter vos parts. Et donc si, ce qui arrive souvent, vous voulez les revendre pendant la crise, donc la crise c'est le moment difficile, donc il y aura encore moins de liquidité. Il faut bien tenir compte de cette contrainte que sortir de l'investissement SCPI, ce n'est pas du tout évident si vous voulez récupérer votre capital. Tandis que pour les REITs, c'est la bourse, c'est la liquidité de la bourse, donc la liquidité, évidemment, on n'a rien à voir. Il n'y a pas que ça comme avantage des REITs, c'est que les REITs, c'est des grosses sociétés et du coup, ils sous-traitent beaucoup moins. En fait, pour moi, dans les SCPI, pourquoi moi j'investis pas dans les SCPI et pourtant j'investis dans les REITs, c'est que pour moi, dans les SCPI, il y a un conflit d'intérêts. Parce que la société SCPI, c'est une toute petite boîte où il y a quelques salariés à peine, qui prend votre argent, il investit quelque part et il n'est pas intéressé de l'efficacité de votre investissement. Donc, ce qu'il est intéressé, c'est de collecter sa marge, en fait, de collecter ses commissions et c'est tout, ça s'arrête là. Donc, quoi qu'il arrive, c'est vous qui vous détenez le risque. Tandis que les REITs, c'est une société qui ont tout en interne, où les dirigeants sont investis dans ces mêmes sociétés. Et donc, vous faites
partie des co-actionnaires de ces entreprises qui vous versent des dividendes. Et ils ont un statut particulier. Je rappelle que les dividendes, ils sont obligés de payer plus de 90% de leurs résultats comptables sous une forme de dividende. Ce qui, en fait, l'Assemblée générale des sociétés REITs ne peut pas renoncer au paiement de dividendes comme peuvent le faire les assemblées générales des sociétés classiques cotées en bourse et non seulement des sociétés cotées en bourse. Voilà, donc ça, c'est vraiment un statut très particulier, les REITs. Voilà. Donc, cela veut dire que vraiment, pour moi, il y a des avantages clairs envers les REITs. Pourquoi on doit plutôt aller là-bas que dans les SCPI. Maintenant, les inconvénients. L'inconvénient, c'est que les REITs, évidemment, vu que c'est la bourse, il y a le risque marché. Donc, si le marché se casse la figure, donc les REITs vont, à juste titre ou pas, ils peuvent se casser la figure au même temps avec les cours boursiers. Donc ça, c'est vraiment le risque que vous courez avec les REITs. Voilà, donc ça, c'est vraiment probablement le plus gros problème pour ce type d'investissement. Le deuxième plus gros problème, c'est que, qui est probablement au même niveau d'ailleurs, c'est le seul argument que moi, personnellement, je trouve on peut avancer en faveur des SCPI, c'est que les banques françaises, en fait les banques classiques, elles considèrent l'investissement SCPI comme un investissement dans l'immobilier. Tandis qu'elles ne considèrent pas l'investissement dans les REITs, dans les foncières cotées, comme un investissement immobilier. Ils le considèrent comme un investissement boursier. Donc ça, c'est comme ça. Donc par exemple, pour le REIT, vous pouvez aller voir votre banquier et vous pouvez demander, par exemple, je veux acheter une SCPI et je veux contracter un crédit immobilier qui rentre dans la grille tarifaire au niveau des taux des crédits immobiliers classiques, quand vous achetez votre résidence principale ou bien quand vous achetez votre résidence locative. Voilà, donc ça, c'est un énorme avantage parce que pour les SCPI, nous pouvons utiliser le levier de crédit. Et ça, c'est vraiment super important si vous n'avez pas du capital de base. Si vous avez déjà du capital et que vous pouvez investir, clairement, vous n'avez aucun intérêt d'aller dans les SCPI. Bon, sauf si vous avez trop peur de le risque de marché, mais pour moi, le risque de marché des REITs, il est largement compensé par le risque de la liquidité des SCPI. Donc c'est vraiment plutôt, je vous invite à vous former plus sur les risques de ce deux types d'investissements. Vous allez voir que la liquidité, ça peut être beaucoup plus grave que le risque de marché. Donc ça, en fait, c'est très proche, en fait, finalement. Si on réfléchit bien, si on déroule un petit peu le raisonnement, vous allez vite comprendre que ces deux risques, ils sont quand même très corrélés. Donc voilà, donc la question, si vous avez de la chance d'avoir des capitaux suffisants pour investir dans l'immobilier sans crédit, donc les REITs, c'est clairement le choix que moi je ferai en tout cas. Voilà. Donc c'est une petite parenthèse de comparaison de l'immobilier papier pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui ne connaissent pas, encore moi, donc qui me voient la première fois, pour les motiver, pour s'inscrire, de regarder les vidéos. Voilà, mais évidemment, le sujet principal, nous allons parler d'immobilier physique pour lequel, évidemment, vous pouvez lancer le crédit, donc le crédit immobilier classique que vous connaissez certainement, et vous pouvez utiliser ce levier énorme pour investir, pour devenir un investisseur dans l'immobilier. Voilà, et donc ça, c'est vraiment un énorme avantage, mais évidemment, l'investissement dans l'immobilier physique compte par rapport à l'investissement dans l'immobilier papier. Le plus gros avantage qui est absolument évident, c'est la gestion. Donc l'investissement dans l'immobilier physique, vous pouvez difficilement le considérer comme l'investissement passif. Ça peut être passif si tout se passe bien. Mais si ça ne se passe pas bien, vous allez voir que ça va être très actif. Si cette rubrique des immobiliers se développe, si vous me mettez des likes, je vais vous raconter tous des déboires que j'ai eu dans l'immobilier. J'ai eu des succès, j'ai eu des déboires, donc je vais vous raconter toute la vérité. Et je peux vous dire que ça peut être... Bon, heureusement, moi, je n'ai pas eu des cas hyper graves, j'ai eu des cas quand même assez graves, mais pas hyper graves. Mais quand il y a des problèmes avec l'immobilier physique que vous gérez en direct, ça peut devenir très grave, vraiment. Surtout au niveau de votre état émotionnel. Ça peut mener à la dépression. Je ne veux pas vous démotiver, mais je ne veux pas vous vendre des rêves comme font beaucoup sur Internet. Mais en tout cas, parce que l'immobilier physique, il faut comprendre que c'est le business. C'est le business simple, certes, parce que le business model que je veux déjà vous présenter sur la chaîne, mais par contre, c'est le business. Donc, vous avez les risques quelque part entrepreneurial. Donc, il faut le bien comprendre, se mettre dans la tête que c'est pas vraiment l'investissement passif. C'est l'investissement passif qui tout se passe nickel. Voilà, donc ça,
bien saisir cet élément. Et donc évidemment, mais par contre, vous pouvez accéder à des rentabilités beaucoup plus importantes et surtout, vous pouvez évidemment euh, bénéficier du levier bancaire. Donc la banque va vous suivre. Donc même si vous n'êtes pas riche, même si vous n'avez pas de capitaux, la banque va vous suivre sur des projets rentables. Et c'est sur des projets rentables que je vais vous diriger en fait, en tout cas dans l'esprit, dans le mindset du projet Mind the Cash. Voilà, maintenant sur le slide suivant, pour ne pas être très long, parce que je sais que je suis très bavard, je vais commencer par les objectifs. En fait, quand on commence quelque chose, il faut toujours prendre l'habitude de se fixer des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on fait ça? Donc, quel est l'objectif d'investissement immobilier? Je vais vous parler, ça sera très très subjectif. Je vais pas, je veux surtout pas blesser quelqu'un qui est déjà investi dans l'immobilier et qui va me trouver un peu critique par rapport aux objectifs que cette personne a qu'avait peut-être dans la tête. Mais je vais être peut-être un petit peu direct dans certains points, mais en tout cas, je vais être honnête. Voilà. Donc le premier objectif que j'entends très souvent en France, c'est j'investis dans l'immobilier pour payer mon impôt. Ce que vous voyez sur votre écran, je mets que c'est un objectif absurde et dangereux. Et c'est vraiment comment dire ça, en tissu rouge, voilà, je cherchais un mot, j'ai mis en pause, en tissu rouge pour les commerciaux malhonnêtes. Je vais me expliquer, je vais vous dire pourquoi je suis très critique par rapport aux investissements de défisc. Premièrement, en fait, je vais vous dire, dans le cas général, je trouve que les avantages fiscaux, c'est toujours une cerise sur le gâteau. Il faut que, quand ça soit jamais votre raison principale d'investissement. Donc vous ne devez jamais acheter n'importe quel actif, quel que soit l'immobilier, bourse, je sais pas, diamant, n'importe quoi, pour une seule raison, de bénéficier des avantages fiscaux. C'est très dangereux comme raisonnement. Je vais vous expliquer. En fait, on me pose souvent la question sur la chaîne, genre, Pavel, en fait, parce que, par exemple, ta catégorie, typiquement, j'ai enregistré une vidéo que moi je trouve très utile pour ceux qui veulent devenir rentier avec la bourse sur les aristocrates des dividendes. J'ai reçu énormément de commentaires que j'aimerais bien cette vidéo, mais pour les actions qui sont éligibles au PEA. Bon, j'ai rien contre ces questions, je les réponds, ok, je vais peut-être le faire. Mais en fait, comprenez bien que derrière l'idée, c'est que ça veut dire que quelqu'un, il investit dans un contexte fiscal qui lui limite énormément sur tout un tas d'activités, tout un tas d'opportunités, pardon. Donc j'adore le dispositif PEA qui existe en France, je trouve que c'est excellent pour investir en bourse, j'ai rien contre cela, mais si vous avez décidé d'investir en bourse, ça veut dire que vous voulez vraiment diversifier votre patrimoine, vous devez clairement avoir les deux, vous devez avoir le compte titre ordinaire et le PEA. Pour ceux qui sont éligibles en PEA, vous mettez dans le PEA, mais ceux qui n'est pas éligibles, vous mettez dans votre compte titre ordinaire. Parce que si vous faites que dans le PEA, ça veut dire que votre package fiscal, en fait, parce que PEA, en réalité, c'est le package fiscal, vous limite, vous ferme tout un tas d'activités, tout un tas d'opportunités, je ne sais pas pourquoi je dis activités, désolé, qui se présentent aux États-Unis, je sais pas, en Allemagne, sur tout un tas de pays, un tas de sociétés qui ne sont pas éligibles au PEA, et vous ratez ces opportunités. Donc, en fait, si vous voulez investir sérieusement, c'est pas le package fiscal qui doit driver votre stratégie. En fait, c'est le choix d'entreprise d'abord. Et si par chance, cette entreprise que vous avez choisie, elle est éligible au PEA, vous le mettez dans le PEA. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas éligible, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, je trouve que c'est le raisonnement inverse que beaucoup d'entre vous utilisent pour investir en bourse. Je ne choisis pas à partir de ceux qui sont éligibles dans le PEA, mais je choisis à partir de ceux qui sont éligibles dans le monde entier, et après, si c'est éligible, dans ce cas-là, je le mets dans le PEA. C'est dans ce sens-là que je vois les choses. Parce qu'en fait, sinon, vous allez vous retrouver avec des sociétés qui sont probablement moins rentables, probablement moins diversifiées qu'un portefeuille. Donc, je trouve que c'est vraiment le raisonnement qu'il ne faut pas... Pour le PEA, c'est moins risqué, on va dire. Par contre, pour l'immobilier, ça peut être une véritable catastrophe. Si vous investissez pour baisser les impôts, et ça, vous allez tomber forcément sur tout un tas de programmes, surtout dans les programmes, dans les services, dans les résidences avec des services. Donc, où vous risquer. Il y en a énormément de gens qui se sont fait arnaquer. Je vais faire des vidéos encore une fois, si cette rubrique se développe. Mais
croyez-moi sur parole à ce stade dans cette vidéo de présentation que l'investissement des fiscs, ça tire énormément de risques. Donc, déjà pour vous dire que ces programmes, ils visent en premier lieu la classe moyenne aisée. C'est celle qui paie, c'est la vache à lait du système en fait, c'est des personnes qui payent le plus d'impôts, en tout cas surtout en pourcentage. Et donc c'est ces personnes-là qui ont souvent peu de temps parce qu'ils travaillent beaucoup, ils occupent souvent des postes assez importants, donc du coup ils touchent des salaires assez importants. Et ces personnes-là, ils n'ont pas de temps pour étudier pertinemment son investissement. Et souvent, ils se font appeler par des différents commerciaux qui leur proposent des rêves. Ils disent que vous voyez, il n'a aucun problème de gestion, etc., etc., et vous déduisez des impôts. Déjà, les programmes qui sont éligibles à des différents dispositifs fiscaux, c'est des programmes neufs en général, et elles sont tellement chères à la base, à l'achat, que les prix qu'on vous propose, que les promoteurs immobiliers qui sont spécialisés dans ces programmes vous proposent, ils comprennent déjà les avantages fiscaux que vous allez toucher dans les années à venir. Donc déjà, les prix généralement sont tellement exorbitants que les avantages que vous allez toucher, ils sont déjà compris dans ce prix. Parce que les promoteurs ne sont pas cons, ils savent qu'ils vont vendre ces programmes, et que les personnes qui vont les acheter, ils vont bénéficier de ces avantages fiscaux, ils vont faire le calcul par rapport à ces avantages fiscaux. Donc ils se lâchent en termes de prix, et donc du coup, vous allez acheter largement au-dessus du marché. C'est quasi certain, sauf si vous partez dans les zones un petit peu moins dynamiques. Mais si vous partez dans les zones un petit peu moins dynamiques, attention que dans ces avantages fiscaux, si vous n'arrivez pas à louer, il y a une clause qui dit que vous perdez rétroactivement les avantages fiscaux que vous avez déjà bénéficiés. Donc, dans certains cas, je dis que ça arrive assez rarement, mais ça peut arriver. Si vous investissez dans le centre de la France ou dans un village perdu, et vous n'arrivez pas à louer, vous risquez d'être obligé de rembourser les avantages fiscaux que vous avez déjà touchés dans le passé. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, et beaucoup de personnes ne pensent à ça, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut tenir compte. Lisez bien les contrats quand vous investissez. Bon, je ne dis pas que tous les programmes sont comme ça, mais c'est quand même assez dangereux. Les résidences avec des services, genre à la montagne, à la mer, donc les résidences médicales, donc je ne parle même pas, parce que vraiment, ça, c'est une gare des pièges. Donc c'est une gare des vices cachés, des contractuels, avec les contrats commerciaux de 9 ou 12 ans, où au bout d'un moment, ils vont vous dire qu'ils vont vous baisser le loyer, sinon votre contrat est arrêté et vous devrez rembourser la TVA. Donc il y a plein de scandales avec ça, il y a plein de dossiers à la justice avec ça, donc faites beaucoup attention. Quand vous voyez de la défisque, posez-vous la question, est-ce que sans les avantages fiscaux, j'investirais pour ce prix dans ce bien? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, on peut y aller. Si la réponse est non, dans ce cas-là, il ne faut pas y aller. Donc, mais je vous garantis, dans 99,9% des cas, ça sera non. Voilà. Donc, juste pour ne pas s'arrêter là-dessus, donc déjà, on a pas mal parlé. Donc, deuxième point. Deuxième objectif qu'on peut avoir, je mets en rouge, qui avec un petit peu dégressif, plus au fur et à mesure qu'on avance vers un objectif, un vrai objectif, selon moi, encore une fois, je vous répète que tout ce que je dis, c'est vraiment subjectif de subjectif. Donc, deuxième objectif que j'entends souvent, c'est fonder un patrimoine. Ou bien, parfois, ça arrive dans une forme préparer ma retraite. Donc, moi, je considère que cet objectif, c'est quand vous n'avez pas d'objectif tout court. Donc, voilà, donc c'est quand je n'ai pas d'objectif, je dis que je veux fonder un patrimoine, ou bien je veux préparer ma retraite. Parce que, en fait, pratiquement n'importe quel investissement immobilier, quels que soient ses paramètres, peut rentrer dans cette catégorie. Parce que vous pouvez acheter un appartement qui est, au prix qui est 2 fois supérieur à sa valeur réelle, et vous allez fonder votre patrimoine. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas. Donc, c'est en fait, en gros, j'ai l'impression que c'est quand on ne veut pas trop réfléchir. En fait, on veut investir quelque chose dans l'immobilier, comme ça, souvent, je sens des notes de frime, parce que, comme je vous ai dit, en fait, c'est souvent les personnes de la haute classe moyenne qui fait des investissements immobiliers en France. C'est un petit peu genre, je veux acheter un appartement à Paris ou à Lyon, dans un truc un peu classe, pour fonder un patrimoine. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus psychologiquement, les gens essaient de justifier un achat plaisir ou quasi plaisir. Ils essayent de le convertir dans une enveloppe
d'investissement, tandis qu'en réalité, c'est juste un achat bling-bling. Donc, j'ai entendu parler quelqu'un d'acheter récemment dans le centre de Paris un appartement pour un prix exorbitant, et il m'a dit que c'est pour un investissement patrimonial. Aujourd'hui, les prix à Paris sont au plus haut historique. Bon, je sais qu'il était encore il y a beaucoup d'années, ils sont toujours au plus haut historique. Mais dans tous les cas, la rentabilité aujourd'hui, elle est proche de zéro. Donc, il y a de fortes chances que vous allez, si vous tenez compte vraiment de tous les frais, vous serez en négatif. Donc, c'est même difficile à parler d'investissement. Mais dans tous les cas, cette personne, elle trouve qu'il fait un investissement. Parce qu'elle a convaincu elle-même qu'elle fait un investissement. Tandis que cet investissement, elle sait parfaitement qu'elle ne va pas gagner de l'argent si, au bout de je ne sais pas combien d'années de crédit elle va prendre, c'est un monsieur, et donc, de toute façon, lui, il réalise parfaitement, mais il veut avoir à Paris parce que visiblement, ça donne un statut social particulier. Bon, bref, ça, c'est la frime. Pour moi, c'est de la frime pure. Voilà. Donc, en gros, pour moi, c'est vraiment le faux objectif, un deuxième faux objectif, mais qui est moins dangereux. Parce que si vous achetez un appartement, je sais pas, dans le 8e ou dans les Marais ou machin, euh, effectivement, vous allez avoir du patrimoine, mais c'est un patrimoine qui sera en ballast sur votre dos, qui va bouffer votre capacité d'apprendre pour d'autres projets, tout simplement. Voilà. Et effectivement, ça vous donnera éventuellement l'impression que voilà, moi je suis riche, voilà. Bref. Mais ça, c'est pas mon ressort vraiment parce que nous ici sur la chaîne Money de Cash, on gagne de l'argent. C'est un peu banal de le dire, mais c'est en tout cas, on a ça comme objectif. Voilà, maintenant je passe à un autre objectif qui, bon, là on rentre progressivement dans des vrais objectifs qui sont deviennent de plus en plus concrets. Donc, placer de l'argent en fait, parce que moi j'ai du cash, par exemple, ou je sais pas, genre je gagne assez d'argent, moi je voudrais le placer parce que les placements sans risque n'en rapportent rien, je sais pas, la bourse c'est un peu risqué, donc moi je veux le placer dans l'immobilier. Bon, c'est déjà quelque chose, donc déjà ça on peut parler d'un objectif plus ou moins encadré, mais en tout cas, ici il y a un danger que je vois. Bon, évidemment, c'est un danger rien à voir par rapport au paiement d'impôts. C'est que vous risquez, avec ce raisonnement, avec cet objectif, vous risquez de faire un faux comparaison des placements immobiliers. Déjà, ce n'est pas un placement, c'est un business, comme je vous ai dit, avec des placements sans risque. Donc, nous sommes sur la chaîne Money de Cash. On parle des taux, on parle de marché monétaire, marché d'actions, marché d'obligations, je vous parle de tout cela. On parle des options, même des produits dérivés, on parle de tout un tas de choses sur la chaîne. Vous savez qu'il y a des catégories de marché, et il y a des catégories de placement, et ce n'est pas les investissements de même catégorie. Donc, on ne doit jamais comparer l'investissement immobilier quelconque, que ce soit pierre papier ou investissement physique, on n'a pas droit de le comparer du point de vue de risk management au placement sans risque. Placement sans risque, même s'il ne rapporte rien, ça ne sera jamais comparable. Ça, c'est un vrai placement, on va dire, passif. Et vous n'allez jamais avoir quelqu'un qui... si vous avez un livret A, votre banquier ne va pas vous appeler et peut vous parler de toilette bouchée, qu'il faut que vous veniez demain le dimanche matin pour régler le problème, quoi qu'il arrive. Donc, vous voyez, donc c'est pas du tout c'est pas du tout la même vie avec l'investissement immobilier et avec le placement. Donc, on peut pas le comparer. Donc, c'est pas un placement. Je préfère que vous le voyez comme en business plutôt comme en placement. Donc voilà, c'est ça le message que je veux transmettre. Quand vous avez un objectif tout simplement de placer de l'argent, faites attention que probablement, vous sous-estimez le travail derrière. Pas nécessairement les risques, mais les ennuis qui sont générés par la gestion de l'immobilier physique. Je vais essayer d'être un peu plus court. Voilà. Maintenant, on passe à un autre objectif, faire une plus-value. Bon, ça, c'est souvent les jeunes, c'est souvent voilà, parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent vite. Mais attention, pour les jeunes, je vais avoir un message un petit peu plus clair peut-être. C'est que ça, c'est une position spéculative que vous essayez de mettre, dans laquelle vous voulez rentrer. En fait, c'est comme vous achetez des actions. Parfois, on achète des actions à long terme pour toucher les dividendes, pour tout un tas de raisons. Je ne veux pas parler des actions. Mais ici, quand vous achetez pour revendre, vous vous mettez dans la position d'un marchand de biens où vous devrez d'abord, à l'achat, vous devrez payer les frais de notaire, les frais de garantie, les frais d'agence, tout un tas de choses. Donc, du coup, votre prix d'achat réel sera beaucoup plus élevé que le prix affiché sur l'annonce. Et quand vous allez revendre, vous allez moins de frais, mais
vous allez quand même avoir aussi des frais à la revente. Et donc, du coup, une fois que vous avez l'appartement entre les mains, vous avez ce qu'on appelle en bourse le risque de marché. Donc ici, vous n'avez pas de chance. Vous avez acheté un appartement que vous espérez revendre dans un an ou dans X années. Ici, entre votre période de signature de l'acte authentique et de votre revente, de l'acte authentique de la revente, le marché se casse la figure. Peut-être pas l'acte authentique de la revente, mais surtout le compromis de vente de la revente, parce que c'est là où on fixe vraiment nos... après 15 jours de rétractation, on fixe vraiment les prix et tout. Donc, vous avez le risque marché. Si le marché immobilier se casse la figure, et ça arrive, donc il ne faut pas croire que le marché ne fait que monter, donc vous avez ce risque de ne pas pouvoir le revendre. Donc faites attention que vous êtes dans cette spéculation. Ça peut marcher, mais vous êtes spéculateur. Vous devez comprendre, si vous connaissez votre marché, si c'est un marché de niche, ou bien si vous faites une stratégie peut-être de découpage de terrain, mais ça c'est complètement autre chose. Donc là ça c'est des stratégies que je ne touche pas aujourd'hui. Donc c'est parce que je ne les ai pas fait moi-même, donc je sais qu'il y en a certains qui réussissent dans cette stratégie. Mais vous pouvez gagner de l'argent, c'est sûr, mais vous êtes un marchand de biens et vous êtes un spéculateur avec toutes les conséquences derrière. Donc vous devez être conscient que vous spéculez sur l'immobilier. Voilà. Et le dernier objectif que moi je partage entièrement, que moi je trouve le seul, bon, peut-être pas le seul, je ne veux pas dire le seul, mais en tout cas c'est l'objectif que moi je considère principal, c'est de se créer un revenu passif. Bon, passif compte tenu de la gestion, des formes de la gestion. En fait, pourquoi je préfère avoir ça comme objectif, quelle que soit presque votre position actuelle, si vous êtes proche de la retraite ou si vous êtes très jeune, si vous êtes en cadre supérieur avec un très gros salaire ou si vous êtes au SMIC, peu importe, votre objectif doit être que l'investissement immobilier physique, compte tenu de tous les efforts que vous allez mettre en termes de gestion, en termes d'achat, en termes de négociation, il faut que ça vous génère du cash. Comprenez ça, ça c'est vraiment la clé. Ça c'est vraiment la clé de votre succès d'investissement en immobilier. Et c'est quel que soit votre position. Si vous voulez construire le patrimoine, si vous voulez préparer la retraite, si vous voulez payer moins d'impôts, il faut que ça vous génère du cash à la fin. Voilà, ça c'est le plus important. Parce que cet objectif, ce qui est l'avantage qu'on peut le chiffrer. Ça c'est le premier avantage. Donc ça veut dire que vous pouvez, avant d'ouvrir le bon coin ou se loger et commencer à chercher les biens, vous pouvez vous dire que moi je veux qu'au bout de compte, à la fin du mois, je touche, disons, 200 ou 300 euros net. Vous pouvez mettre ça comme objectif. Ça, c'est un très beau objectif. Parce que c'est un objectif qui vous donne vraiment un framework, un filtre, en fait, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à faire cela. Donc pour vous, l'objectif que, voilà, c'est là où je veux aller. Je veux que tout, aujourd'hui, par exemple, je gagne, je sais pas, disons, 2000 euros. Je veux que demain, après avoir fait cet investissement, mes revenus mensuels deviennent 2200. Voilà, ça, c'est un objectif. Ça, je le comprends parfaitement. Deuxième avantage de cet objectif, qu'il est extensible. Je trouvais un mot, en fait, parce que en anglais, je dirais scalable. Donc, scalable, donc en fait, ça veut dire que vous pouvez multiplier les achats. En fait, si vous créez, par exemple, même si vous investissez à crédit, donc en fait, la banque, elle va faire quoi? Avant de vous donner un crédit, elle va analyser votre état de vos revenus, vos dépenses, et vous dire que je peux vous donner un crédit ou non, et si oui, alors à quel montant elle peut vous prêter. Donc si par exemple aujourd'hui vous gagnez 2000 euros, comme dans mon exemple, dans ce cas-là, elle va vous prêter une somme X. Mais par contre, si vous avez effectué un investissement immobilier qui vous rapporte 200 euros, la prochaine fois que vous venez le voir, avec un petit peu d'historique, il va voir que maintenant vous ne gagnez plus 2000 euros, il va voir que vous allez gagner 2200 euros. Donc, généralement, les banques ne prennent pas en compte l'intégralité des loyers que vous percevez parce qu'ils mettent un espèce de haircut. Donc, en fait, pour des gestions des risques, ils prennent en compte généralement genre 70-80%, mais ça, c'est négociable. C'est négociable. Les banques peuvent aller plus loin selon votre situation. Donc, ils tiennent compte de vos revenus locatifs quand ils vous donnent le prêt suivant. Et ce qui est beau en fait dans ce système, que vous pouvez enchaîner les achats. Donc aujourd'hui, vous avez acheté ça vous a fait 200 euros. L'année prochaine, vous avez acheté encore, ça vous a fait encore 200, 300. Vous pouvez même acheter plusieurs biens dans l'année. Et la banque va vous suivre parce qu'à chaque fois,
vos revenus augmentent. Donc chaque fois, vous démontrez à la banque que vous savez gagner de l'argent dans l'immobilier, et plus vous allez plus loin, plus ils vont être à l'aise à vous financer. À partir d'un certain moment, ils vont vous demander de mettre un petit peu d'apport, ça c'est normal. Après, et même tout ça, c'est négociable. Tout est négociable, surtout maintenant quand les taux sont à zéro. C'est vraiment l'objectif à se mettre, à mon avis. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez d'investir pour payer moins d'impôts, j'ai une autre solution. D'ailleurs, si vous voulez payer moins d'impôts, j'ai une solution très efficace. Vous allez voir votre patron et vous le dites, vous le demandez de baisser votre salaire. Vous allez payer moins d'impôts. Donc, c'est réglé. Le problème, si c'est ça votre objectif, alors c'est très vite à régler. Donc voilà, mais quel que soit votre autre objectif, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais moi, selon mon opinion, l'objectif le plus concret et le plus logique, c'est de générer du cash. Voilà. Voilà, donc là, je passe au slide suivant. Là, on va parler des différentes stratégies pour les revenus passifs. Évidemment, je ne veux pas rentrer en détail de toutes. Je veux vous les présenter dans les grandes lignes. Il y en a plus. Je sais qu'il y en a plus. Il ne faut pas me dire dans le commentaire. Bon, vous pouvez le dire dans le commentaire. C'est toujours cool d'en parler. Mais je parle vraiment des plus communs et surtout ceux que moi j'ai réalisés. Donc, la première, location à l'année. Location à l'année, ce qui est le plus classique. Donc, vous achetez, vous louez avec un bail soit meublé, soit un bail nu. Donc, soit pour 1 an, pour 3 ans dans le deuxième cas. Voilà. En général, location à l'année pour avoir des revenus passifs réguliers, pour que les loyers vous couvrent le crédit facilement, il faudrait plutôt viser les villes de la taille moyenne. Parce que dans les villes de la taille moyenne, il y a, le marché est peut-être un petit peu plus sensible, mais par contre, à l'achat, vous allez payer beaucoup moins. Les loyers seront plus faibles, mais le rapport entre le prix d'achat et les loyers sera tel que vous allez pouvoir espérer que vos loyers vous couvrent en crédit, y compris le remboursement du capital. Et c'est ça notre but, c'est ça que j'appelle autofinancement, que tout le monde appelle autofinancement, et c'est ça doit être votre objectif. Que autofinancement, c'est le premier but que vous devez atteindre, pour que vos loyers, l'ensemble de vos loyers que vous touchez sur une année, vous couvre l'intégralité des frais que engage votre investissement immobilier. Deuxième façon d'investir, si vous ne voulez pas s'éloigner de votre ville, si vous habitez dans la grande ville, dans une grande ville, donc c'est d'investir dans les quartiers populaires des grandes villes, parce que, par exemple, 93 dans la région parisienne, il y a des villes où vous allez pouvoir trouver une rentabilité très élevée. Mais pour ceux qui sont parisiens, ceux qui sont franciliens, vous me comprenez de quoi je parle. Donc évidemment, il peut y avoir des problèmes avec des locataires, il peut y avoir tout un tas d'autres problèmes. C'est souvent des quartiers assez compliqués, donc vous prenez plus de risques. Donc moi personnellement, je préfère d'aller plus vers des villes, on va dire de la taille moyenne, où il y a quand même de l'activité. Je sais que je ne vais pas trouver un locataire en cliquant les doigts, mais dans tous les cas, si je le trouve, en fait, si je le trouve, je sais que mon investissement sera rentable. Voilà. Donc ça, c'est le moment pour un petit peu faire une petite pause avec les baumes de Venise. Voilà. Après, je ne vais pas trop rentrer en détail, c'est juste dans les grandes lignes comment pour vous orienter, c'est que vous pouvez assez facilement, presque sans apport ou sans apport du tout, dans certaines villes moyennes, investir de façon que immédiatement les loyers vous couvrent le crédit, y compris le capital, y compris tous les frais annexes. Donc c'est possible en fait. Il faut chercher, c'est pas évident, il faut chercher, il faut négocier, mais c'est possible. Après, si vous connaissez les secteurs, si les quartiers populaires des grandes villes, ça risque d'être un peu sportif, mais on peut faire aussi. Voilà. Ensuite, immeuble de rapport. Voilà, ici, certains vont me dire, mais bon, Pavel va nous parler des investissements pour les millionnaires. Non, c'est faux. Je vous garantis, vous pouvez aller sur Se Loger, sur Le Bon Coin, vous allez voir que dans certaines villes de province, il y a des immeubles de rapport à moins de 100 000 euros. Donc ça ne sera pas les tours de la Défense, évidemment, ça sera les petits immeubles de rapport, peut-être avec quelques travaux à faire, mais les prix vont vous surprendre. Donc, les avantages des immeubles de rapport que là, du coup, vous achetez au prix très intéressant. Parce que même dans les villes dynamiques comme Lyon, Bordeaux, évidemment, les immeubles de rapport là-bas vont coûter très cher, mais dans tous les cas, ça sera beaucoup moins cher que si vous achetez les
appartements individuels si on considère le prix au mètre carré. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'évidemment, vous achetez l'ensemble de lot. Donc si vous avez cette possibilité, je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie pour commencer, parce que pour faire son premier pas, c'est peut-être un peu too much. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que vous devrez considérer comme une option pour y investir. Voilà, donc vous payez pas cher. Ça, c'est déjà un énorme avantage. Deuxième avantage, qu'il n'y a pas de syndic. Donc du coup, il n'y a pas de frais de syndic qui bouffent votre rentabilité dans beaucoup, beaucoup de cas. Et troisième avantage, c'est la négociation simplifiée. Qu'est-ce que je veux dire ici? Donc là, je vous ai déjà parlé, quand je parlais des FCPI, non, SCPI, je vous ai parlé de la liquidité. Donc, il y a le marché immobilier physique. Donc, imaginez en fait un appartement, une 2 pièces ou 3 pièces, ok, où vous pouvez investir. Donc, pour cet appartement, il y aura qui va prétendre? Il y aura des investisseurs comme vous, mais il y aura aussi tout un tas de personnes qui cherchent sa résidence principale, n'est-ce pas? Donc, c'est logique. Par contre, je ne pense pas que quelqu'un, pour sa résidence principale, voudra acheter un immeuble, à moins que c'est un projet semi-locatif, semi-résidence principale, où l'investisseur veut vivre lui-même dans cet même immeuble. Mais dans tous les cas, c'est un segment du marché immobilier physique qui est très particulier, où la majorité des intervenants, des acheteurs potentiels, seront comme vous. Ce sera les investisseurs. Et je vous assure qu'il y aura beaucoup moins d'investisseurs, surtout sur le marché des immeubles de rapport, que sur des biens classiques, 2 pièces ou 3 pièces. Vous voyez? Donc, cela veut dire que la liquidité de ce marché, elle est nulle, surtout si vous n'êtes pas dans les villes dynamiques. Donc, et pourtant, donc du coup, quand vous négociez, comme si par exemple vous négociez un prix, quand vous voyez un prix genre 200 000 euros, vous pouvez facilement proposer 130. Ça peut paraître fou, mais ça peut passer. Parce que la personne qui vend les meubles, ça peut être un héritier qui s'en fout, ça peut être quelqu'un qui est en difficulté, qui veut vendre vite. Bon, si vous proposez le prix, si vous allez le prix très bas, probablement on n'aura pas de choix que de vous vendre parce que vous êtes le seul acheteur potentiel qui s'est présenté. Vous voyez que c'est une ville, par exemple Limoges, c'est pas la plus petite ville, mais par contre, ou la ville Saint-Étienne, par exemple. Donc ça, c'est des villes où les rentabilités sont folles. Par contre, si par exemple vous achetez un immeuble à Saint-Étienne, je vous assure qu'il n'y aura pas des tonnes de personnes qui vont se présenter vont vous faire la concurrence dans l'achat. Vous pouvez y aller dans les négociations, vous ne pouvez pas vous les mettre à négocier les petits 5-7%. Ce n'est pas comme les appartements à Paris. Donc où vous ne pouvez pas du tout négocier, voire payer plus cher pour l'avoir. Donc la négociation va être très facile. Ils vont vous accepter les baisses de prix par rapport à l'annonce énormes. Vous n'allez jamais avoir telle marge de négociation sur le marché classique. Donc ça, c'est vraiment un truc super important. Je pense que si vous êtes intéressé vraiment dans les investissements immobiliers physiques, il faut que vous considériez quand même ces investissements comme une potentielle future évolution de votre stratégie en tout cas. Et la troisième stratégie qui me paraît rentable, c'est la colocation. Ça, c'est nouveau, c'est à la mode. Donc, il y a une particularité de ces investissements, c'est que les locataires, bon, les colocations, je pense que vous voyez ce que c'est, je ne veux pas passer le temps là-dessus. Donc, les colocataires, ils sont mutuellement responsables de payer le loyer. Donc, si quelqu'un ne paie pas le loyer, les autres, ils doivent le faire pour lui. Donc après, ça, je ne sais pas comment on les règle entre eux, peut-être j'espère qu'ils ne font pas se taper dessus. Mais en tout cas, évidemment, ça incite l'autre de payer, évidemment, parce que sinon, ces potes-là, ils vont, ils vont pas être très contents. Voilà. Je le mets en orange parce que il me semble quand même qu'il a plus de gestion pour ce type de contrat de location. C'est souvent des étudiants, donc vous allez avoir plus de rotation. Et surtout parce que moi, je ne l'ai jamais fait. C'est un axe dont j'ai mentionné, mais je ne l'ai jamais fait, moi, personnellement, je le dis clairement. Et c'est pour ça que je ne peux pas, par exemple, peut-être mon avis n'est pas forcément très représentatif parce que je n'ai pas d'expérience dans ce type d'investissement. Secteur booming, je l'ai dit parce que, avec malheureusement la baisse de pouvoir d'achat chez les parents ou chez les étudiants évidemment, parce que la hausse de chômage, après le Covid certainement, beaucoup recherchent les colocations. Donc ça, c'est un secteur, c'est un petit peu dans l'esprit aussi de économie partagée, de car sharing, des choses comme ça. On partage le logement, quoi, voilà. Et
Un troisième point que moi je trouve super important, c'est que là, si vous êtes un peu frimeur, si vous voulez avoir un petit peu le bien dans un quartier classe, vous pouvez y aller. Vous pouvez investir dans le centre de Lyon dans une 4 pièces. Déjà, encore une fois, l'achat au mètre carré ne va pas être si cher que ça. Et par contre, vous allez avoir un bien patrimonial, si vous voulez, c'est pour ceux qui veulent voir ces objectifs quand même un peu dans la tête, et les mettre à la colocation. Donc ça tient tout à fait la route comme stratégie si vous ne voulez pas aller dans les villes de province, si vous ne voulez pas aller dans les quartiers populaires, vous pouvez rester dans les quartiers chics. Évidemment, le coût de transaction va être important, mais si vous avez bien pensé votre projet de colocation, ça peut marcher parfaitement. Voilà. Donc voilà, donc ça, j'espère que je vous ai convaincu qu'il faut quand même considérer l'investissement immobilier comme au moins une partie de votre stratégie. Je ne veux pas frimer, mais je veux vous dire que j'ai quand même pas mal de compétences dans ce domaine que je serais ravi de partager avec vous. Et pour que ça soit d'actualité sur la chaîne Mind Cash, d'abord, surtout, likez cette vidéo, parce que comme ça, je saurai que ça vous intéresse. Après, évidemment, vous pouvez le partager. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Mettez la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et comme ça, on va rester en contact sur tout un tas de sujets. Maintenant, la bourse, l'immobilier coté et maintenant, probablement, l'immobilier physique. Je vous souhaite le meilleur et le bon dimanche. À très bientôt. Bye bye.